Chapitre 28. Les aventures de la journée troublèrent le sommeil de Tom. 4 fois, il rêva qu'il mettait la main sur le fabuleux trésor, et 4 fois celui-ci lui échappait au dernier moment, en même temps que le sommeil. Il dut revenir à la dure réalité. Au matin, alors que, les yeux grands ouverts, il récapitulait les événements de la veille, il eut l'impression que tout cela s'était passé dans un autre monde, et il se demanda si, après tout, la grande aventure n'était pas elle-même un rêve. Il y avait un argument très fort en faveur de cette théorie. La quantité de pièces qu'il avait aperçues quand Joe avait ouvert le coffre était trop fantastique pour être vraie. Il n'avait jamais vu auparavant plus de 50 $ à la fois, et comme tous les garçons de son âge, il se figurait que quand on les comptait par milliers ou centaines, ce n'était qu'une façon de parler. Il ne lui serait pas venu un instant à l'esprit qu'une personne pût posséder à elle seule la somme considérable représentée par 100 $. Si on avait essayé d'approfondir l'idée qu'il se faisait d'un trésor caché, on aurait constaté que cela revenait à une poignée de menue monnaie bien réelle et à un boisseau de pièces d'or imaginaires. Cependant, à force de réfléchir, il en arriva à conclure qu'il n'avait peut-être pas rêvé du tout et que le trésor existait bel et bien. Il fallait tirer cela au clair, sans tarder. Il se leva donc, avala son petit déjeuner au triple galop et courut retrouver Huck. Huck était assis sur le rebord d'une plate et laissait ses pieds pendre dans l'eau. Il avait l'air fort mélancolique. Tom décida de le laisser aborder le premier le sujet qui lui tenait tant au cœur. Si Huck lui en parlait, ce serait la preuve qu'il n'avait pas rêvé. « Bonjour, Huck. »« Bonjour, toi. » Silence. « Tom, si nous avions laissé nos maudits outils auprès de l'arbre mort, nous serions en possession du trésor à l'heure qu'il est. C'est terrible, avoue. »« Alors ce n'était pas un rêve, et pourtant je préférerais presque d'une certaine manière. »« Comment un rêve ? » « Eh bien, je parle de ce qui nous est arrivé hier. »« Tu en as de bonnes, toi, avec tes rêves. Si l'escalier ne s'était pas effondré, tu aurais vu le drôle de rêve que nous aurions fait. J'ai rêvé toute la nuit de Joe et de son complice. Que le diable les emporte. »« Non, non, je ne veux pas qu'il les emporte. Je veux retrouver Joe et l'argent avec. »« Tom, nous ne le retrouverons jamais. Tu sais, on n'a pas tous les jours l'occasion de mettre la main sur un magot pareil. Nous autres, nous avons laissé passer notre chance. C'est raté maintenant. Je suis à peu près sûre qu'on ne reverra plus l'Espagnol. Je suis de ton avis. Je paierais pourtant cher pour le suivre jusqu'au numéro 2. Le numéro 2, oui, c'est la clé du mystère. J'y ai réfléchi, mais je nage complètement. Et toi, Tom ? Moi aussi, mon vieux. C'est trop calé pour moi. Dis donc, Huck, c'est peut-être le numéro d'une maison. Penses-tu ? En tout cas, si jamais c'est le numéro d'une maison, ce n'est pas ici. Il n'y a pas de numéro aux maisons dans notre patelin. C'est trop petit. Attends que je réfléchisse. C'est peut-être le numéro d'une chambre dans une taverne ou dans un hôtel. Eh, mais c'est une idée. Il n'y a que 2 tavernes dans le pays. Nous saurons vite à quoi nous en tenir. Reste ici, Huck, et attends-moi. Tom partit sur le champ. Il n'avait aucune envie de s'afficher en public en compagnie de Huck. Il resta absent une demi-heure. À la première taverne, la meilleure de Saint-Pétersbourg, il apprit que le numéro 2 était occupé par un jeune clerc de notaire. À l'autre hôtel, un endroit plus ou moins louche, le fils du propriétaire lui déclara que le numéro 2 était un pur mystère. La chambre était fermée à clé toute la journée, et la porte ne s'en ouvrait que la nuit pour livrer passage à des gens qu'il ne connaissait pas. Il ne savait pas à quoi attribuer cet état de choses. Pour lui, cette chambre était hantée. Il ne voyait pas d'autre explication. La nuit précédente, il y avait aperçu une lumière. « Voilà ce que j'ai trouvé, Huck. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. »« Moi aussi, Tom. Et maintenant, qu'allons-nous faire ? Laisse-moi réfléchir. » Les réflexions de Tom l'absorbèrent un long moment. « Écoute-moi, finit-il par dire. Ce numéro 2 a 2 entrées. L'une d'elles donne sur une impasse entre la taverne et la briqueterie. Toi, tu vas rafler toutes les clés que tu pourras. Moi, je chiperai celle de ma tante, et à la prochaine nuit noire, nous tâcherons d'entrer dans cette pièce. Et puis, ouvre l'œil.
Joe l'Indien a dit qu'il viendrait faire un tour par ici pour essayer de se venger. Si tu le vois, tu le suivras. S'il ne va pas à la taverne, ce sera que nous nous sommes trompés. Tu vas fort, je n'ai pas du tout envie de le suivre. Ne t'inquiète pas, s'il revient, ce sera sûrement la nuit. Il ne te verra pas et, même s'il te voit, il ne se doutera de rien. Allons, s'il fait très noir, je crois que je le suivrai, mais je ne garantis rien. Du courage, Huck. Il ne faut pas le laisser filer comme ça avec son trésor. Tu veux que ce soit moi qui le suive? Non, Tom, compte sur moi. Ça, c'est parlé. Ne faiblis pas, Huck, et tu peux compter sur moi. Chapitre 29. Cette nuit-là, Tom et Huck s'apprêtèrent à tenter l'aventure. Jusqu'à 9 heures passées, ils rôdèrent aux abords de la taverne. L'un surveillant l'impasse, l'autre l'entrée de l'auberge. Personne n'emprunta l'allée. Personne qui ressemblât à l'Espagnol ne franchit le seuil de la taverne. La nuit s'annonçait belle. Néanmoins, Tom rentra chez lui, assuré que s'il faisait suffisamment noir, Huck viendrait miauler sous sa fenêtre. Mais la nuit resta claire, et vers minuit, Huck se retira dans l'étable qui lui servait d'abri. Il en alla de même le mardi, puis le mercredi. Le jeudi, la nuit s'annonça plus propice. Tom sortit de sa chambre, muni de la lanterne de sa tante et d'une large serviette pour en dissimuler la lueur. Il cacha la lanterne dans l'étable de Huck, et les deux amis commencèrent à monter la garde. À 11 heures, la taverne ferma et ses lumières s'éteignirent. Personne ne s'était engagé dans l'impasse. Aucune trace de l'Espagnol. Une obscurité complète régnait sur le village. En dehors de quelques roulements de tonnerre dans le lointain, tout était parfaitement silencieux. Les auspices étaient en somme des plus favorables. Tom alluma sa lanterne dans l'étable, l'entoura soigneusement de la serviette, et les deux coureurs d'aventure se glissèrent dans l'ombre vers la taverne. Huck resta à faire le guet à l'entrée de l'impasse, et Tom disparut. L'angoisse s'empara de Huck. Le malheureux perdit toute notion du temps. Il lui sembla qu'il attendait là depuis des siècles. Pourquoi Tom ne revenait-il pas? Ce n'était pas possible. Il s'était évanoui, ou bien il était mort. Petit à petit, Huck s'avança dans l'impasse. Il s'attendait d'un moment à l'autre à une catastrophe épouvantable qui le priverait de ses derniers moyens. Déjà, le souffle lui manquait, et son cœur battait à se rompre. Soudain, il aperçut une lueur, et Tom passa en trombe à côté de lui. « Sauve-toi, au nom du ciel, sauve-toi » cria-t-il à Huck. Un seul avertissement aurait suffi, car, au second sauve-toi, Huck faisait déjà du 40 ou du 50 à l'heure. Les deux amis ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils eurent atteint un abattoir désaffecté à l'extrémité du village. À peine y eurent-ils pénétré que l'orage éclata. La pluie se mit à tomber à torrents. Dès qu'il eut repris son haleine, Tom murmura. « Oh, Huck, c'est effroyable. J'ai essayé 2 des clés que j'avais prises, mais elles faisaient un tel bruit dans la serrure que je ne pouvais plus bouger. Et puis elles ne voulaient pas tourner. Alors, sans savoir ce que je faisais, j'ai pris le bouton de la porte à pleine main, et la porte s'est ouverte. Elle n'était pas fermée à clé. Je suis entrée, j'ai découvert ma lanterne, et qu'est-ce que j'ai vu? Allons, parle. Huck, j'ai failli écraser la main de Joe l'Indien. Non! Si, il était étendu de tout son long sur le plancher. Sapristi! Alors qu'est-ce que tu as fait? Il s'est réveillé? Non, il n'a pas bronché. Je crois qu'il était ivre. J'ai juste ramassé ma serviette et j'ai décampé. Moi, je suis sûre que je n'aurais jamais pensé à ma serviette dans un moment pareil. J'étais bien forcée. Ma tante aurait fait une histoire de tous les diables si je l'avais perdue. Dis donc, Tom, tu as vu le coffre? Je ne suis pas restée à inspecter les lieux. Je n'ai vu ni le coffre ni la croix. Je n'ai vu en fait qu'une bouteille vide et un gobelet posé auprès de Joe. Oui, et j'ai vu aussi 2 barriques et un tas d'autres bouteilles dans la pièce. Comprends-tu maintenant pourquoi on peut dire que cette chambre est hantée? Non, je ne saisis pas. Mais voyons, elle est hantée par le whisky. Il y a bien des chances pour que toutes les tavernes qui ne payent pas patente pour vendre de l'alcool aient une chambre hantée, mon vieux. Comme tu dis, qui aurait cru une chose pareille, hein? Seulement, Tom, voilà le moment ou jamais de rafler le coffre si Joe est ivre. Tu crois?
Eh bien, essaye un peu. Huck frissonna. Je pense que, après tout, j'aime mieux pas. Moi non plus, Huck. Une seule bouteille auprès de Joe, ce n'est pas assez. S'il y en avait eu 3, je ne dis pas. J'aurais tenté le coup. Écoute-moi, Huck, reprit Tom, après un instant de réflexion. Attendons d'être certains que Joe n'est pas au numéro 2 pour fouiller la chambre. En montant la garde toutes les nuits, nous finirons bien par le voir sortir. Alors nous nous précipiterons et nous lui chipperons son coffre en 5 secs. Autrement, c'est trop dangereux. Bon, j'accepte. Je veux bien monter la garde toute la nuit et tu te charges de la monter dans la journée. Ça va. Si tu vois quelque chose, tu viendras faire miaou sous ma fenêtre. Si je dors trop dur, tu lanceras du sable. Ça me réveillera. Top là, mon vieux. Maintenant, Huck, l'orage est fini. Je vais rentrer chez moi. Il va faire jour dans 2 heures. Tu monteras la garde jusque-là ? Puisque je te le dis, je surveillerai cette taverne pendant 1 an s'il le faut. Je veillerai la nuit et je dormirai le jour. Entendu, mais où dormiras-tu ? Dans la grange de Ben Rogers. Il m'en a donné la permission et son vieux nègre aussi. Tu sais, l'oncle Jake. Je tire souvent de l'eau pour l'oncle Jake et il me donne quelquefois un morceau à manger. C'est un brave nègre, Tom. Il m'aime bien parce que je ne le traite pas de haut. Seulement, il ne faudra pas le répéter, hein. Quand on a le ventre creux, on fait quelquefois ce qu'on ne ferait pas si l'on avait mangé à sa faim. Allons, si je n'ai pas besoin de toi dans la journée, je te laisserai dormir. En tout cas, c'est promis, hein. Si tu vois quelque chose d'anormal pendant la nuit, tu viens miauler sous ma fenêtre. Chapitre 30. Le vendredi matin, Tom apprit une bonne nouvelle. La famille du juge Thatcher était rentrée à Saint-Pétersbourg la veille au soir. Pour le moment, Joe l'Indien et son trésor furent relégués à l'arrière-plan et le garçon ne pensa plus qu'à Becky. Il ne tarda pas à revoir la petite et tous deux s'amusèrent follement avec leurs camarades d'école. La journée s'acheva encore mieux qu'elle n'avait commencé. À force de harceler sa mère, Becky finit par obtenir que son fameux pique-nique fût fixé au lendemain. La petite éprouva une joie délirante, qui n'eut d'égal que le bonheur de Tom. Les invitations furent lancées aussitôt, et toute la jeunesse du village entra dans la fièvre des préparatifs. Tom était si énervé qu'il ne put s'endormir. L'oreille aux aguets, il attendait le miaou de Huck et espérait bien mettre la main sur le trésor sans plus tarder, ce qui lui permettrait d'éblouir Becky et ses amis au pique-nique. Mais la nuit se passa sans incident, et il lui fallut déchanter. Le lendemain matin, vers 11 heures, une foule aussi joyeuse que bruyante était rassemblée chez le juge Thatcher et n'attendait plus que le signal du départ. Les grandes personnes n'avaient point coutume de gâcher la joie des enfants par leur présence. Elles estimaient que leur sauvegarde était suffisamment assurée par quelques jouvencelles de 18 printemps et leurs cavaliers de 3 ou 4 années plus âgés. Le vieux bac à vapeur fut affrété pour l'occasion. Bientôt, la cohorte enfantine se répandit dans la rue principale du village. Presque tout le monde portait un panier à provisions sous le bras. Sid, malade, ne pouvait participer aux réjouissances, et Murray était resté auprès de lui. Avant le départ, Madame Thatcher fit ses recommandations à sa fille. « Vous rentrerez certainement très tard, lui dit-elle. Tu ferais peut-être mieux de passer la nuit chez une de tes petites amies qui habite à côté du débarcadère. » Alors, j'irai coucher chez Suzy Harper, maman. Très bien. Et tâche d'être sage et de ne gêner personne. En chemin, Tom dit à Becky. Voilà ce que nous allons faire. Au lieu d'aller chez Joe Harper, nous monterons le coteau et nous irons coucher chez la veuve Douglas. Elle aura des glaces. Elle en a toujours plein sa cuisine. Elle sera ravie de nous héberger. Oh, comme ce sera amusant! Mais les sourcils de Becky se froncèrent. Que va dire maman ? Demanda-t-elle. Elle n'en saura rien. Oui, mais ce n'est pas bien de... Et alors, du moment qu'elle n'est pas au courant. D'ailleurs, nous ne ferons rien de mal. Tout ce qu'elle désire, c'est que tu passes une bonne nuit tranquille. Et puis, je suis sûre que, si tu lui avais parlé de la veuve Douglas, elle t'aurait conseillé elle-même d'aller chez elle. L'hospitalité royale de la veuve Douglas était évidemment bien tentante, et Tom réussit à lever les derniers scrupules de Becky. Les deux enfants décidèrent d'un commun accord de ne pas souffler mot de leur projet. Tout à coup, Tom songea que cette nuit même,
Huck était fort capable de venir miauler sous sa fenêtre. Que faire? Il ne pouvait pourtant pas renoncer à aller chez la veuve Douglas. Du reste, tout bien réfléchi, il n'y avait aucune raison pour que Huck l'appelât cette nuit plutôt que les autres. Le plaisir certain de la soirée à venir l'emporta sur l'attrait du trésor hypothétique. Et, avec la légèreté de son âge, Tom n'y pensa plus de toute la journée. À 6 kilomètres en aval du village, le bac s'arrêta devant une crique entourée de bois. Aussitôt l'ancre jetée, la jeunesse se rua sur la berge et ne tarda pas à remplir la forêt de cris et de rires sonores. Tous les moyens d'attraper des courbatures et de se mettre en nage furent essayés. Peu à peu, les membres de la troupe regagnèrent leur base. Ils avaient tous l'estomac dans les talons, et la dévastation des victuailles commença. Après le festin, on se reposa et l'on bavarda à l'ombre de grands chênes. Soudain, quelqu'un lança. « Y a-t-il des volontaires pour la grotte ?» Tout le monde en fut. On se jeta sur les paquets de chandelles, et une caravane improvisée se mit en devoir d'escalader la falaise. Au sommet se trouvait la grotte MacDougall, dont l'entrée en forme de A était défendue par une porte de chêne massif. La porte était justement ouverte, et les explorateurs pénétrèrent dans une sorte de chambre glaciale. Il faisait sombre. La pierre des murs suintait. Quand on se retournait, on voyait se dessiner dans l'encadrement de l'entrée la vallée inondée de soleil. L'endroit était romantique à souhait. D'abord, les visiteurs se turent, mais leur exubérance naturelle reprit le dessus et le charivari recommença. Un garçon alluma une chandelle. Toute la troupe se rua sur lui. Il défendit vaillamment son bien jusqu'au moment où il succomba sous le nombre. Une autre chandelle s'alluma et fut éteinte au milieu des cris et des rires. Cependant, tout a une fin, et une sage procession de garçons et de filles, munis de chandelles dont le reflet tremblait sur les voûtes 20 mètres au-dessus de leur tête, se mit à descendre la pente rapide du couloir principal. Ce couloir n'avait guère plus de 3 mètres de large. Sur chacune de ses parois s'ouvraient des galeries latérales très rapprochées. La grotte MacDougall était un véritable labyrinthe, et l'on disait qu'on aurait pu errer pendant des jours et des nuits, descendant toujours plus bas dans le méli-mélo de ses couloirs, ses crevasses et ses gouffres, sans jamais en atteindre le fond, fût-ce dans les entrailles même de la terre. Si bien que personne ne pouvait se vanter de connaître la grotte. La plupart des jeunes hommes en avaient exploré une partie, et Tom, pour sa part, en connaissait au moins autant qu'eux. La procession s'étira le long du couloir central, et bientôt de petits groupes l'abandonnèrent pour se livrer à une poursuite en règle dans les allées latérales. On s'évitait, on se guettait au carrefour, on s'attaquait par surprise, et l'on parvenait même à échapper à l'ennemi pendant une bonne demi-heure, sans s'écarter des endroits repérés. Groupe après groupe, les explorateurs, haletants, couverts de glaise et de coulées de chandelles, se retrouvèrent à l'entrée de la grotte, ravis de leur journée. Alors, ils s'aperçurent avec stupeur qu'ils ne s'étaient pas inquiétés de l'heure et que la nuit était sur le point de tomber. La cloche du bac sonnait depuis un certain temps. Et cette fin romantique à la belle aventure lui conférait, de la vie de tous, un charme supplémentaire. On redescendit au galop, et lorsque le vieux bateau eut quitté la rive, personne, hormis le capitaine, ne regretta ce retard. Huck était déjà à son poste quand le bac, tout éclairé, longea l'appontement. Le jeune garçon n'entendit aucun bruit à bord, car tous les passagers, brisés de fatigue, s'étaient endormis. Il se demanda quelle pouvait bien être ce vapeur et pourquoi il ne s'arrêtait pas. Mais comme il avait d'autres chats à fouetter, il n'y pensa plus. La nuit devenait très sombre. Les nuages s'amoncelaient. 10 heures sonnèrent. Les bruits s'apaisèrent. Les lumières s'éteignirent. Les derniers passants rentrèrent chez eux. Le village s'endormit et le petit guetteur resta seul avec le silence et les fantômes. À 11 heures, les lumières de la taverne s'éteignirent. Il fit noir comme dans un four. Huck était toujours aux aguets, mais rien ne se produisit. L'inutilité de sa mission commença à lui apparaître et il songea à aller se coucher. Soudain, il perçut un bruit. Tous les sens en éveil, il fouilla l'obscurité.
La porte de l'auberge qui donnait sur l'impasse se referma doucement. Huck se tapit dans un coin. 2 hommes passèrent tout près de lui. L'un semblait porter quelque chose sous son bras. Ça devait être le coffre. Ainsi, ils emportaient leur trésor. Fallait-il prévenir Tom ? Mais non, c'était absurde. Les 2 hommes se perdraient dans la nuit et il serait impossible de retrouver leurs traces. Il n'y avait qu'à les suivre, sans se faire voir. C'était une chose faisable, grâce à l'obscurité. Huck se glissa hors de sa cachette, et, pieds nus, léger comme un chat, il emboîta le pas aux voleurs de trésors, ayant soin de conserver entre eux et lui une distance suffisamment réduite pour ne pas les perdre de vue. Ils suivirent le fleuve pendant un certain temps, puis tournèrent à gauche. Ensuite, ils s'engagèrent dans le chemin qui menait en haut de la colline de Cardiff. Passé la maison du vieux Gallois à flanc de coteau, ils continuèrent leur ascension. « Bon, » pensa Huck, « ils vont aller enfouir le coffre dans la vieille carrière. » Mais ils ne s'arrêtèrent pas à la carrière. Une fois au sommet, ils commencèrent à redescendre par un étroit sentier qui plongeait entre de hauts buissons de sumac. L'obscurité se referma sur eux. Huck hâta le pas pour raccourcir la distance qui les séparait, sûr maintenant de ne pas être repéré. Il marcha ainsi un temps, puis craignant d'aller trop vite, il ralentit un peu, fit encore quelques mètres, puis s'arrêta. Il écouta. Aucun autre bruit que le battement de son cœur. Une chouette ulula dans le lointain. Sinistre présage. Où se trouvaient donc les 2 hommes ? La partie était-elle perdue ? Huck était sur le point de s'élancer quand quelqu'un tout sauta à 1 mètre de lui. La gorge du jeune garçon se resserra, ses membres tremblèrent comme s'ils avaient été en proie à un violent accès de fièvre. Soudain, Huck se rendit compte de l'endroit où il était arrivé, à quelques mètres de l'allée qui donnait accès à la propriété de la veuve Douglas. « C'est parfait, se dit Huck, qu'ils enfouissent leur trésor ici, il ne sera pas difficile à trouver. » Une voix sourde s'éleva alors, la voix de Joe l'Indien. « Que le diable emporte cette bonne femme, fit-il. Il y a du monde chez elle, je vois de la lumière. » Moi, je ne vois rien, répondit une autre voix, celle de l'inconnu de la maison hantée. Le sang du pauvre Huck se glaça dans ses veines. Joe avait dû entraîner son complice jusque-là pour l'aider à satisfaire sa vengeance. La première pensée du gamin fut de s'enfuir, mais il se rappela que la veuve Douglas avait souvent été très bonne pour lui, et il se dit que les 2 hommes avaient peut-être l'intention de l'assassiner. Il aurait bien voulu l'avertir du danger qu'elle courait, mais il n'osait pas bouger, de peur de révéler sa présence. « Tu ne vois pas la lumière parce qu'il y a un arbuste devant toi, » reprit Joe. « Tiens, approche-toi. Tu vois maintenant ? » « Oui, en effet, il doit y avoir du monde chez elle. Nous ferions mieux de renoncer à notre projet. »« Y renoncer au moment où je vais quitter le pays pour toujours ? Mais voyons, l'occasion ne se représentera peut-être jamais. Je t'ai répété sur tous les tons que ce n'est pas son magot qui m'intéresse. Tu peux le prendre si ça te chante. Le fait est que son mari m'a toujours traité comme un chien et m'a fait condamner pour vagabondage quand il était juge de paix. Et ce n'est pas tout. Il m'a fait fouetter devant la porte de la prison. Fouetter comme un vulgaire nègre. Comprends-tu ? Il est mort avant que je puisse me venger, mais c'est sur sa femme que je me vengerai aujourd'hui. »« Oh, ne la tue pas. Ne fais pas une chose pareille. »« La tuer ? Qui a parlé de la tuer ? Quand on veut se venger d'une femme, on ne la tue pas, on la défigure. On lui fend les narines, on lui coupe les oreilles. Mon Dieu, mais c'est du... Garde tes réflexions pour toi. C'est plus prudent. Je l'attacherai à son lit. Si elle saigne trop et qu'elle en meurt, tant pis pour elle. Je ne verserai pas une larme sur son cadavre. Mon vieux, si tu es ici pour m'aider dans ma besogne. Seul, je n'y arriverai pas. Fourre-toi bien ça dans la tête. Si tu bronches, je te tue. Tu m'entends ? Et si je suis obligé de te tuer, je la tuerai elle aussi. Comme ça, personne ne saura ce qui s'est passé. » Eh bien, puisqu'il le faut, allons-y tout de suite. Plus vite ce sera fait, mieux ça vaudra. Mais j'en suis malade.
Y aller tout de suite, avec le monde qu'il y a chez elle. Dis donc, tu me ferais presque douter de toi. Nous pouvons attendre, nous ne sommes pas pressés. Huck devina que les deux hommes n'avaient plus rien à se dire pour le moment, mais le silence l'effrayait encore davantage que cette horrible conversation. Retenant son souffle, il tenta de faire un pas en arrière, se balança en équilibre précaire sur une jambe, faillit basculer d'un côté puis de l'autre, se rattrapa et se stabilisa enfin avec d'infinies précautions. Encore un pas, puis un autre. Une branche craqua sous son pied. Il s'arrêta de respirer, écouta. Aucun bruit. Le silence était total. Sa gratitude envers le ciel fut sans bornes. Bientôt, il retrouva le sentier enfoui dans les sumacs. Lentement, il vira de bord avec la souplesse d'un bateau sur l'eau, puis repartit d'un pas rapide et prudent. Il ne prit finalement sa course qu'une fois arrivé à la carrière et hors d'atteinte. Il courut d'une seule traite jusqu'à la maison du Gallois. Il tambourina à la porte de la ferme. Une fenêtre s'ouvrit, et le vieil homme apparut encadré de ses deux fils, deux superbes gaillards. « Qui est-ce qui fait tout ce tapage » cria-t-il. « Qui frappe à ma porte ? Que me voulez-vous » ? « Laissez-moi entrer. Vite, j'ai quelque chose à vous dire. »« Qui êtes-vous ?»« Huckleberry Finn. Vite, laissez-moi entrer. »« Ah, c'est toi, Huckleberry ? Je n'ai guère envie de t'ouvrir ma porte. Ouvrez-lui quand même, mes gars, et voyons ce qu'il nous veut. »« Je vous en supplie, ne dites jamais que je suis venu vous trouver. » Telles furent les premières paroles de Huck lorsque les fils du Gallois l'eurent fait entrer. « Je vous en supplie, autrement on me tuera. Mais la veuve a souvent été très gentille pour moi, et je vous dirai tout, si vous me jurez de ne jamais raconter ce que je suis venu. »« Sacrebleu !» s'exclama le Gallois. « Ça doit être joliment important, sans quoi il ne serait pas dans cet état. Allons, parle, petit. Nous te promettons de ne rien dire. » 3 minutes plus tard, le vieillard et ses fils gravissaient la colline et se dirigeaient vers la propriété de la veuve. Chacun d'eux tenait son fusil à la main. Huck les laissa à mi-chemin et se blottit derrière un arbre. Après un long silence, il entendit une détonation suivie d'un cri. Le jeune garçon n'entendit pas la suite et dévala la pente aussi vite que s'il avait eu tous les diables de l'enfer à ses trousses.